Ethereum va mourir. Ethereum et ses Layer 2 vont mourir. Cet écosystème est voué à l'échec. C'est finito, ça va aller à zéro. Bon, je démarre cette vidéo de façon un petit peu provocante. C'est pour te mettre dans le vif du sujet, mais ne t'inquiète pas, ça va pas aller à zéro tout de suite. Peut-être que ça n'ira même jamais à zéro. Par contre, il y a quand même certains problèmes sur l'écosystème Ethereum. De sérieux problèmes. Pas forcément à court moyen terme, pas forcément pour ce bull run, mais sur un horizon de temps plus long, peut-être 10-15 ans, il y a des choses qui sont extrêmement problématiques. La centralisation, des problèmes de sécurité, Ethereum qui peut repasser inflationniste, déflationniste, on sait pas trop, c'est un coup sur deux. D'une manière générale, le problème de scalabilité. Finalement, on a plein de problèmes avec Ethereum, et je ne suis pas du tout le seul à le dire, hein. C'est pas juste moi dans mon coin, mon Bitcoin et mon couteau, et en plus j'ai des Ethers, hein, je te dis ça, j'ai des Ethers. Du coup on se calme, tranquille, pas de panique non plus, mais on va faire le tour des problèmes là. Je compte sur toi pour liker cette vidéo, pour t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas, tu peux aussi activer les notifications. Je t'ai mis des liens en description si tu veux pousser tes investigations, pour aussi mieux comprendre la tech. Tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire, est-ce qu'Ethereum et ses Layer 2 vont mourir, oui ou non, et puis tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je démarre cette vidéo en vous disant qu'on va regarder différents problèmes avec Ethereum et ses Layer 2. Il ne s'agit pas de condamner à mort Ethereum. Moi-même, j'ai un bag, j'ai des Ethers, et j'y vois un intérêt spéculatif, en tout cas plus ou moins à court, moyen terme, en gros pour ce bull run en tout cas, mais à beaucoup plus long terme, à 10-15 ans, j'ai l'impression qu'il y a des grosses difficultés. Et je ne dis pas ça de façon partisane, en étant pro tel crypto, pro tel layer 1, etc., ou anti ceci ou anti cela. Je me base sur beaucoup d'éléments et ce qu'en disent beaucoup de gens. C'est ce que nous allons voir. Alors déjà, dans cet article, on voit Vitalik Buterin explore des solutions pour améliorer la décentralisation d'Ethereum. Parce qu'il y a bien un problème, il y a un petit souci, comme l'a fait remarquer un développeur d'Ethereum. Il a jeté un pavé dans la mare. Il s'agit de Peter Szilagyi, je sais pas trop si je le prononce bien, mais c'est l'un des principaux développeurs de GETH, le client le plus utilisé sur Ethereum. Il a pointé du doigt la centralisation grandissante sur Ethereum. Voici ce qu'il a déclaré, et j'y referai un écho à la fin de cette vidéo. Vous savez tous pourquoi Ethereum aura son ETF tôt ou tard. Parce que tout le monde est constamment en train de tripoter les règles du protocole, alors il suffit d'attendre patiemment et de coopter de minuscules décisions ici et là, avant que l'ensemble puisse être capturé. Ensuite, c'est la finance traditionnelle comme d'habitude. Alors là, il est en train de dire qu'Ethereum va se faire accaparer et centraliser. Je vous mettrai cet article en description, j'irai pas dans tout le détail. Et au cours de cette vidéo, il y aura aussi des choses techniques. Je ne vais pas aller dans ces détails-là. Par contre, je pourrais vous mettre quelques liens par-ci par-là. Et si c'est votre volonté d'en savoir plus et d'explorer, vous pourrez le faire. Ce sera en description de la vidéo. Mais ce développeur, Peter Szilagyi, il pointe du doigt plusieurs composantes d'Ethereum, comme la MEV, la Maximum Extradable Value, qui centralise le processus de validation des blocs, et il remet aussi en cause le restacking. Il parle aussi du fait qu'il y a des exigences matérielles trop fortes pour faire tourner un node, et donc c'est pas accessible à tout le monde. Et comme l'a dit lui-même Vitalik Buterin, ses préoccupations sont valables. Ce sont des préoccupations que de nombreuses personnes de la communauté Ethereum ont exprimées. Ce sont des inquiétudes que j'ai eues personnellement à plusieurs reprises. D'après Vitalik Buterin lui-même, la figure d'Ethereum, ces problèmes sont réels. Je vais aussi vous passer quelques extraits vidéo de Justin Bones, une figure assez reconnue dans le monde de la crypto, et pour lui, il ne mâche pas ses mots, Ethereum est en train de mourir, et la mise à l'échelle des Layer 2 est à blâmer. Alors je vais vous passer quelques extraits. Which is even more embarrassing for Ethereum, by the way, considering the crappiness of Solana. It still has more TPS than Ethereum and all Layer 2s combined. You're losing, okay? Open your eyes. Ethereum is on a train, it's heading into a brick wall. And yeah, it's going to be a slow death, just like BTC in my view. Alors voilà, faut prendre peut-être aussi des fois avec précaution tout ce qui est dit. On peut être d'accord avec certaines choses, d'autres moins. Je pense que Ethereum va dans le mur, mais il n'a pas non plus un avis spécialement positif sur Bitcoin non plus. There's no way that can actually succeed. And I don't see the proposed solutions working. And the incentives are perverse. I mean, there's a lot of talk of other potential technologies like ZK EVM and these type of things. But the situation we're in now, let's say Ethereum were to scale. Ethereum scales its main chain. What happens to optimism?
What happens to Arbitrum? What happens to ZK Sync? What happens to all these blockchains? Huh? Yeah, they disappear. They become worthless. Billions of dollars down the drain. So yeah, this whole idea that, oh, Ethereum will scale if they can, no, I'm not convinced of that at all. I'm not convinced of that at all because there's so much money on the line that's bidding on the contrary outcome. So, and look, from a VC's perspective, it's great, right? You can get in on the pre-sale, you can then dump on retail, you can play the hype wave, you know? But that's not building the future of decentralization. That's not building the future of cryptocurrency. That's a bait and switch. That's not what I signed up for. That's not the cypherpunk vision. Et donc, il dit qu'il y a un problème avec les Layer 2 qui sont à blâmer. Et en fait, il faut mettre à l'échelle le Layer 1 directement, Ethereum, la blockchain principale. Mais si on faisait ça, automatiquement, les Layer 2 mourraient. Donc il y a effectivement un problème, quel que soit l'angle par lequel on prend tout ça. Même avec les Layer 2, pour Justin Bones, Ethereum va mourir. Pour lui, les Layer 2, c'est pas une bonne solution, c'est pas une bonne approche. Et puis, il y a un problème de fragmentation de la liquidité sur Ethereum. Justement, cette séparation entre le Layer 1 et les Layer 2. Et les Layer 2 entre eux également. La liquidité est éparpillée. Alors, avant d'aller plus loin sur les problèmes, on va peut-être essayer de redéfinir quelques bases à propos des Layer 2. Les Layer 2, c'est une deuxième couche. C'est juste la traduction en anglais, layer, ça veut dire couche. Donc, il y a le Layer 1, la chaîne principale, et les Layer 2 qui visent à augmenter la scalabilité, la mise à l'échelle, c'est-à-dire gérer plus de transactions, pour simplifier. Les blockchains de Layer 2 sont plus rapides, cherchent à construire une surcouche qui repose sur la blockchain mère. Cette surcouche est censée bénéficier de la sécurité du réseau sur lequel elle repose, mais c'est pas toujours tout à fait vrai. Il y a des nuances dans tout ça, il y a des nuances techniques. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. On a la sécurité de la blockchain du Layer 1 avec l'avantage de la scalabilité, la rapidité de la gestion des transactions. Alors il y a plusieurs types de Layer 2. Il y a les plasma, il y a les roll-up, les optimistic roll-up, les zero knowledge roll-up, il y a aussi les validium. Il y en a différents types. Je vous mettrai cet article aussi dans la description si vous voulez mieux comprendre toutes ces nuances techniques. Mais en tout cas, à ce jour, avec l'arrivée des Layer 2 pour augmenter, assurer la scalabilité d'Ethereum, le Layer 1, on se retrouve à avoir une large domination des Layer 2 par rapport au Layer 1. 82% de l'activité de l'écosystème Ethereum se fait sur les Layer 2 comme Arbitrum, Optimism ou Base. Alors 82% c'est assez énorme, et puis on le voit bien sur ce graphe, sur cette représentation visuelle, mais ça pourrait encore s'accentuer. Si l'on en croit Van Eck, la capitalisation des Layer 2 pourrait atteindre les 1000 milliards de dollars d'ici 2030. Ça pourrait représenter le double de la valorisation de Tesla. Pour faire ces projections, Van Eck se base sur différentes choses, comme le fait qu'avec les Layer 2, on a des transactions plus élevées, qu'avec la mise à jour d'Enken, les coûts, les frais sur l'écosystème Ethereum diminuent, notamment sur ces Layer 2, et cette analyse prévoit que les revenus générés par les Layer 2 dépasseront ceux d'Ethereum dans un avenir relativement proche, car selon eux, cette blockchain, Ethereum, ne peut rivaliser ni avec le débit de transaction, ni avec l'expérience utilisateur des Layer 2. En gros, les Layer 2 vont prendre le pas sur le Layer 1. Et puis Van Eck, finalement, puisqu'ils investissent aussi, ils mettent de l'argent à droite, à gauche, ils ont des intérêts économiques là-dedans. Peut-être que si ils ont intérêt à pousser le narratif des Layer 2, parce que les Layer 2, ça fait partie des narratifs sur ce cycle, comme le narratif des PIN, des RWA ou de l'IA. L'argent suit un peu les narratifs, ou ce qu'on nous dit être les narratifs. Les Layer 2, c'est un de ces narratifs. Alors peut-être que Van Eck a intérêt aussi à pousser ce narratif, et à nous dire que c'est génial. Et c'est un peu dans cette idée que Robert Sassou a fait un tweet, en disant que des influenceurs, des ingénieurs, et du coup peut-être aussi des capital ventures, des fonds de gestion, etc., privilégient les solutions de Layer 2 pour protéger leur propre bague. Et pour cela, ils déforment la réalité et ils changent la définition des mots. Alors que l'objectif, en principe, de la cryptographie, c'est la décentralisation. Et on va voir qu'avec les Layer 2, il y a un problème de centralisation. Il y a même plusieurs problèmes. Et Nikita Zavoronskov nomme quelques-uns de ces problèmes. En numéro 1, il parle du fait que les entreprises de ces Layer 2 sont entièrement dépositaires. Ils disposent des clés d'administration qui permettent de voler les fonds des utilisateurs à tout moment. Ces Layer 2 n'ont rien à voir avec le principe initial d'Ethereum, qui est la décentralisation et le côté permissionless. Les Layer 2
sont centralisés. Donc là, on va à l'encontre des principes de la crypto. Problème numéro 2, la plupart des utilisateurs ne peuvent pas se permettre de payer les énormes frais sur le Layer 1 sur Ethereum. Et quand les utilisateurs ne veulent pas aller sur les Layer 2, à cause de ce souci de centralisation, eh bien ils migrent sur d'autres Layer 1. Or, c'est aussi avec les frais de transaction que l'on assure un budget de sécurité pour Ethereum. Et donc ce budget se tarit si les gens vont sur d'autres Layer 1. Un autre problème autour de ça et des frais, si les utilisateurs qui ne veulent pas payer les frais élevés du Layer 1 passent sur les Layer 2 d'Ethereum, ils restent dans l'écosystème Ethereum, certes, mais ils payent des frais sur les Layer 2 et non pas sur le Layer 1. Donc on reste avec le même problème. Les Layer 2 siphonnent les frais du Layer 1. S'il y a moins de frais qui sont payés, le risque c'est qu'Ethereum repasse inflationniste. Je vais en reparler. Le troisième problème, c'est la fragmentation des liquidités. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt, la liquidité qui est répartie entre le Layer 1 et les différents Layer 2 d'Ethereum. C'est un peu complexe pour la plupart des gens de passer d'un écosystème à l'autre, d'un Layer 2 à l'autre, passer par des bridges. En plus, il y a des soucis de sécurité quand on passe par des bridges. Donc c'est pas terrible d'un point de vue viabilité tout ça. Et là, ce que dit Nikita Sbarovnkov, c'est qu'il y a un problème de corruption profonde. Empocher les frais des Layer 2, c'est un business très lucratif. Donc il y a un intérêt à promouvoir les Layer 2 d'Ethereum. Voilà, c'est ce qu'il sous-entend. Un peu comme ce que j'ai sous-entendu aussi avec Van Eck, ou ce qu'a sous-entendu, enfin c'est même plus du sous-entendu, ce qu'a dit clairement Robert Sassou. Donc là on est en train d'identifier un problème, et même plusieurs problèmes. Continuons de parler des problèmes des Layer 2 sur Ethereum, avec notamment le séquenceur, l'affreuse machine à centraliser. Je vais pas aller dans les détails techniques, je vous mettrai aussi cet article dans la description si vous voulez tout lire. Mais en gros, il y a deux types de roll-up, les ZK roll-up et les optimistic roll-up, et au cœur d'un système de roll-up, il y a le séquenceur. Le séquenceur, c'est une entité qui est responsable d'ordonner les transactions qui ont lieu sur un roll-up. Une fois ordonnées, ces transactions sont publiées sur la chaîne principale, comme ce qu'on voit ici sur le petit schéma. Mais les séquenceurs font face à un problème de centralisation. En effet, dans la plupart des solutions de seconde couche, donc avec les Layer 2, le séquenceur est contrôlé par une seule entité, et donc ça crée un point unique de défaillance. Une centralisation. Ça engendre des questionnements vis-à-vis de la censure. Cependant, il y a des nuances dans tout ça, c'est pour ça que je vous inviterai aussi à lire cet article. Ça dépend des cas, ça dépend des types de Layer 2 qui peuvent avoir des avantages ou des inconvénients. Avec certains, la sécurité est toujours garantie, avec d'autres, c'est beaucoup moins le cas. Chaque type de Layer 2 peut avoir ses avantages ou ses inconvénients. Mais du coup, on est en train de créer plein de ramifications, plein de types de Layer 2, avec à chaque fois des solutions, mais aussi des problèmes. Et puis, bien souvent, dans la majeure partie des cas, un problème de centralisation. Autre point que j'ai évoqué un peu plus tôt, sur lequel je reviens, le côté déflationniste d'Ethereum. En tout cas, c'est censé l'être. Depuis The Merge, la mise à jour qui avait été implémentée, je crois, en septembre 2022, maintenant. Le temps passe vite, à moins que ce soit en 2023. Je sais même plus. Dites-moi en commentaire, comme ça ce sera bon pour le référencement, 2022 ou 2023, je ne sais même plus. Mais quoi qu'il en soit, le narratif autour de cette mise à jour, c'était qu'Ethereum allait devenir déflationniste. Mais du coup, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Eh bien, probablement à cause des Layer 2, comme on l'a dit plus tôt. En ayant des frais élevés sur le Layer 1, sur Ethereum, la plupart des gens, la plupart des utilisateurs, à moins d'avoir beaucoup d'argent, les utilisateurs préfèrent passer soit sur une autre blockchain, soit sur les Layer 2 d'Ethereum. Mais comme je vous ai dit, les frais étant récoltés donc soit ailleurs, sur d'autres Layer 1, soit sur les Layer 2, ils ne sont plus récoltés sur la chaîne principale, le Layer 1. Le gros du volume passant par les Layer 2, ça récolte moins de frais, donc aussi pour burn, pour brûler des Ethers. C'est le principe de The Merge, une partie des frais sont récoltés, les Ethers sont brûlés, et dans la théorie, il y a plus d'Ethers qui doivent être brûlés que d'Ethers qui sont émis par l'inflation. Et le ratio des deux doit faire que c'est censé être déflationniste. La quantité d'Ethers en circulation est censée diminuer. Bon bah avec les Layer 2, ça nique un peu le game, en tout cas en partie. Mais comme nous dit Van Eck, les Layer 2 seraient amenés à prendre encore de plus grandes parts de marché. On a vu qu'ils prenaient déjà 82% de l'activité. Est-ce que ça pose pas un problème ? Est-ce qu'on a encore vraiment le côté déflationniste qui devait être assuré, ça devait être sûr. Finalement, c'est sous condition que ça dépend. C'est pas toujours déflationniste. C'est un peu problématique quand même. Et à long terme, les Layer 2 qui doivent être une solution de mise à l'échelle, finalement, ça pourrait être une impasse. Après, on peut se dire que quand le marché est haussier,
avec plus d'activité sur le Layer 1, Ethereum devrait repasser déflationniste. Eh bien c'est pas sûr. Là vous voyez à la date du 28 mai avec cet article de Cryptost, malgré une performance notable de l'ETH la semaine passée, c'est-à-dire une progression du prix, eh bien l'activité on-chain sur le réseau reste ralentie. Et du coup, pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin mai, malgré une hausse du prix récente sur l'Ether, actuellement c'est repassé inflationniste quand même. Il y a un petit souci. Même si je me doute, au moment où vous regardez la vidéo, peut-être que ce sera repassé déflationniste. Mais vous avez compris le problème, alors que normalement ce problème ne devait plus exister. J'ai beaucoup parlé des Layer 2, je reviens sur le Layer 1. Vitalik Buterin lui-même s'inquiète pour la centralisation d'Ethereum et introduit le Rainbow Stacking. Alors je n'irai pas dans le détail du Rainbow Stacking, et je pense que vous pouvez regarder de votre côté, mais là c'est plus pour évoquer le problème, la centralisation, qui est reconnue par Vitalik lui-même. Si on essaye de proposer une solution, c'est bien qu'il y a un problème. Vitalik Buterin a averti que la centralisation des Ethers était un danger pour la sécurité d'Ethereum. La transition d'Ethereum d'un système de Proof of Work vers la preuve d'enjeu, le Proof of Stake, ça a eu pour conséquence de centraliser la distribution des Ethers. La distribution notamment à travers le stacking. On peut constater que Coinbase détient 15% des Ethers stackés. Et il y a aussi le protocole Lido qui stack près de 10 millions d'Ethers, ça représente 70% des ETH en liquid stacking et 30% de l'ensemble des ETH stackés. Vitalik a publié un article de blog dans lequel il parle de différents types de Layer 2. Et en fait, encore une fois, même s'il n'est pas direct en parlant dans son article, ça se voit pas dans le titre, mais dans le texte, à travers ces différents types de Layer 2, il note certains problèmes, encore une fois, des problèmes. Comme on nous le dit là dans cet article de Coin Tribune, en octobre 2023, Vitalik Buterin alerte sur les dangers des Layer 2. En résumé, ce que dit Vitalik Buterin, c'est que les Layer 2 évoluent très vite, il y a différents types de solutions, ça produit aussi d'ailleurs des innovations, mais certains de ces projets sont centralisés, même beaucoup d'entre eux sont centralisés. Il y a des roll-ups, des validiums, des systèmes déconnectés, chaque solution offre des avantages et des inconvénients spécifiques, ce qui engendre de la complexité. Avec les validiums qui dépendent de serveurs externes, on peut par exemple craindre des risques potentiels de perte d'actifs. Donc on se retrouve avec un grand bordel, finalement, si je devais résumer ça avec mes mots. Un immense maillage, un millefeuille, avec plusieurs couches, qui sont censées être des solutions, mais qui apportent de nouveaux problèmes. Peut-être parce que de base, sur la première couche, il y a des problèmes, et on n'a pas cherché à les résoudre, on a délocalisé le problème, on a externalisé les solutions, et on a des cascades de problèmes finalement, et de solutions et qui engendrent de nouveaux problèmes, etc. etc. Lors d'une conversation au sujet d'Hyperliquid, j'ai par exemple repéré une petite conversation entre Guru et Foudre, et je prends cette conversation en exemple parce que moi-même j'ai pas des compétences techniques très élevées. Je m'aventure, j'essaie de comprendre, mais c'est pas ma motivation première, donc c'est pas là où je vais aller le plus loin. Par contre, un truc dans lequel je suis pas trop mauvais, c'est dans la recherche d'informations auprès de différentes sources et pour essayer de comprendre un sujet. N'ayant pas les compétences moi-même techniques, je regarde ce que disent les gens qui ont ces compétences. Finalement, le problème revient à chaque fois, la centralisation, les dérives des Layer 2. Les gens s'en branlent, comme dit Guru, parce qu'il y a du fric à se faire, parce que ça fait partie des narratifs, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, vous avez compris. Il y a des gens qui défendent aussi leur bague, mais tout ça risque de péter. Guru qui se dit que le prochain crash plus la régulation marquera la fin de notre Eldorado. Je vous ai longuement parlé des Layer 2 et de leurs problèmes, je vous mettrai ce thread de Justin Bones, celui qu'on a vu dans la vidéo au début, et dans ce thread, il détaille pourquoi les Layer 2 posent un problème, pourquoi ils sont à blâmer, pourquoi c'est de la merde en gros, voilà, schématisons, et en gros pourquoi c'est pas une bonne solution, notamment à cause de la centralisation. Je vous dirai aussi qu'avec Ethereum et le format ERC20, comme il est dit dans cet article, l'échec du design ERC20 d'Ethereum, la norme ERC20, est la meilleure amie des scammers. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien le réseau Ethereum représente 89,5% des scams crypto, des escroqueries par phishing, rien que pour le mois de mars dernier, mars 2024, 71,5 millions de dollars de crypto perdus. C'est dû à la norme du token en lui-même, problème lié à la conception du token. C'est un problème spécifique sur Ethereum et dans une moindre mesure sur Solana, alors que sur d'autres blockchains, le problème a été résolu, comme sur Multiversix, Radix, sur Cosmos ou d'autres encore. Donc vous voyez bien, il y a quand même un problème du côté d'Ethereum. Sécurité,
centralisation, les layer 2, les frais de gaz, etc. Et un autre point, le dernier point, dont je vous parlais finalement dès le départ, c'est le fait que c'est la finance traditionnelle qui va prendre le dessus et capturer l'écosystème. Cette critique, elle peut être faite sur beaucoup de Layer 1, sur beaucoup de cryptos, puisque c'est une critique autour du Proof of Stake. Là, c'est un tweet de Ludovic Lars, au sujet notamment de la validation des ETF Ethereum. Centraliser la détention dans un système en preuve d'enjeu n'est jamais une bonne idée. C'est une dégradation persistante de la résistance à la censure, mais j'imagine que les gens vont se réjouir de l'approbation des ETF ETH, car ça fait monter le prix. Avec le Proof of Stake, contrairement au Proof of Work, la concentration des coins, donc là en l'occurrence des Ethers, mais ça peut être valable pour d'autres blockchains, c'est aussi une concentration du pouvoir. Les gros acteurs, les fonds de gestion, les BlackRock et compagnie, vont concentrer des grandes quantités d'Ethers, et le fait de posséder des Ethers, ça permet de voter, donc pour des votes de gouvernance, et donc de décider des orientations du protocole. Et ensuite, c'est la finance traditionnelle, comme d'habitude. C'est ce que disait Peter Szilagyi. Vous savez pourquoi Ethereum aura son ETF tôt ou tard? Parce que tout le monde est constamment en train de tripoter les règles du protocole, alors il suffit d'attendre patiemment, et au fur et à mesure de minuscules décisions, par-ci, par-là, et bien au final, on finit par capturer l'ensemble du protocole et reproduire le système bancaire. On fait donc face non pas à un problème, mais de nombreux problèmes avec l'écosystème Ethereum. La finance traditionnelle qui est en train de s'accaparer l'écosystème, ou qui va le faire dans les temps à venir, c'est probable. En tout cas, ça fait partie des craintes de nombreuses personnes. C'est pas moi seulement, mon Bitcoin et mon couteau, qui dit ça dans mon coin. C'est ce que je comprends au cours de mes recherches. Et on a quand même beaucoup de spécialistes de la tech. Vitalik Buterin lui-même fait ce constat, que ce soit sur le Layer 1 ou sur les Layer 2, il y a un problème de centralisation. Je vous ai donc dit, on fait face à une sorte de millefeuille, un maillage, un truc qui devient très complexe. Je pense personnellement que ça permet aussi de produire beaucoup d'innovations, parce que plus on fait face à des problèmes, et plus on cherche aussi des solutions, donc on finit par produire des innovations. Mais avec Ethereum, j'ai l'impression qu'on résout jamais complètement les problèmes, on en soulève juste à chaque fois des nouveaux. Je ne connais pas le futur, je ne m'inquiète pas forcément pour mon bag d'ETH sur ce cycle-ci, mais pour du long terme, vraiment, j'ai l'impression qu'on fait face à un mur. Peut-être que d'ici là, il y aura encore de nouvelles mises à jour pour apporter de nouvelles solutions. L'avenir nous le dira, tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Évidemment, tu peux liker la vidéo, surtout si tu apprends des choses. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications et me suivre sur mes différents réseaux sociaux que tu peux trouver dans la description.